Gargantua, chapitre 54, l'abbaye de Thélème. Rabelais. Suite à sa victoire contre Picrocole, le géant Gargantua remercie Frère Jean en lui offrant de bâtir une abbaye à sa propre image. Dans un premier temps, nous allons montrer que le texte illustre une abbaye utopique. Dans un second temps, nous allons montrer que le texte illustre une utopie ambiguë, on passe du modèle au contre-modèle. Dans cette première partie, nous allons montrer que le texte illustre une abbaye utopique. Thélème est-elle un modèle d'abbaye préconisé par Rabelais ou un rêve utopique? Ici, on semble respecter la tradition de l'utopie. Ce texte est de l'Utopia de Thomas More, contemporain de Rabelais. Il y a une double étymologie du terme utopie. L'utopie peut être un lieu de bonheur ou un lieu qui n'existe pas. Thélème semble bien être un lieu de bonheur, mais un certain nombre de paradoxes et d'invraisemblances font aussi d'elle un lieu qui n'existe pas. Le concept de l'utopie est donc l'association d'un modèle idéal à la revendication du caractère inaccessible de ce modèle. Premièrement, nous avons l'illustration d'une abbaye parfaite, un lieu de bonheur. D'abord, on retrouve un idéal de perfection humaine. Les thélémites apparaissent comme des idéaux de femmes et d'hommes. Ils semblent parfaits physiquement, si élégantes, si mignonnes, moralement, si lépreux, si honnêtes, intellectuellement, tant noblement instruits, et dans tout ce qu'ils entreprennent. Le caractère idéal de cette représentation est souligné par les répétitions d'adverbes intensifs. Ensuite on remarque l'absence de règles, un idéal de liberté. Cette abbaye nous apparaît comme un idéal du fait que les règles n'ont pas besoin d'être mentionnées, puisque les religieux s'autodisciplineraient naturellement. Leur naturel les pousserait vers une pratique idéale de la foi. On a une accumulation de verbes d'action qui soulignent leur liberté. Il y a une répétition négative ni ou nulle. Thélème fait penser à Toloma qui en grec signifie libre arbitre. L'absence de règle est formulée sous forme d'une règle unique qui est justifiée par la suite. Il y a une réflexion sur la nature de l'homme qui serait naturellement bon et qui serait tenté par le vice à cause des interdits dont on l'entoure. On a une opposition philosophique entre nature et culture. Dans l'abbaye de Thélème, les religieux seraient naturellement poussés vers le bien, car il n'y aurait aucun interdit et donc aucune tentation de transgression. Enfin, nous avons une présentation de la vie monacale, une idéale vie en communauté. Cette totale liberté semble être source d'harmonie entre les religieux. Cette idée est soulignée par la répétition de la structure un tout. Loin de créer un comportement individualiste, la liberté de l'abbaye de Thélème conduit à une forme de solidarité. La vie communautaire de Thélème doit être lue comme un apprentissage à la vie commune du couple. Ainsi le bonheur acquis à Thélème sera perpétué à l'abbaye. La fin du chapitre rappelle néanmoins la formulation du conte populaire « Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants », et renvoie donc à une dimension merveilleuse et peu vraisemblable. C'est l'autre sens du terme utopie. Deuxièmement, nous avons la présentation d'une utopie. On peut se demander si le lieu existe ou pas. Le concept de l'utopie est donc l'association d'un modèle idéal à la revendication du caractère inaccessible de ce modèle. On peut donc relever un certain nombre de paradoxes et d'invraisemblances dans cette utopie. D'abord, l'abbaye est fondée sur une règle paradoxale. Toutes leurs règles tenaient en cette clause, « fais ce que voudras ». La seule règle est l'absence de règle. Or ce refus de règle est en soi une règle. On remarque une opposition entre la liberté de chacun et la volonté de chacun imposée à tous. On notera que les impératifs buvons et jouons s'accordent assez mal avec ces principes de liberté et d'absence de règles. Ensuite, sont pas trop parfaits. Le caractère utopique de cette représentation est souligné par les répétitions d'adverbes intensifs et l'anaphore jamais. Effectivement, on n'a jamais de tels hommes et de telles femmes. Ensuite, on constate l'absence de cuisine, élargissement sur le reste de l'œuvre. Dans les chapitres Comment fut bâtie et dotée l'abbaye bâtie le manoir des Thélémites, Rabelais nous offre une description précise de l'abbaye, chambre, cabinet, galerie, cour. Or à aucun moment les cuisines ne sont évoquées. L'absence de cuisine fait penser à l'absence de nourriture qui fait penser à l'absence de vie et donc à l'absence d'abbaye. Il est donc bien question d'une utopie. En utopie. Enfin l'abbaye ne s'inscrit dans aucune temporalité, élargissement sur le reste de l'œuvre. Au chapitre L, Gargantua et Frère Jean évoquent Thélème au futur. Dès le chapitre Li, Rabelais la décrit au passé. Le lieu n'existe dans aucun présent et est renvoyé à une forme d'irréalité.
Dans ce second temps, nous allons montrer que le texte illustre une utopie ambiguë, on passe du modèle au contre-modèle. Finalement les télémites ressemblent moins à des moines qu'à de parfaits courtisans humanistes, et Thélème, moins à une abbaye qu'au château d'un seigneur humaniste. Les chapitres précédents sur la construction de Thélème et sur les vêtements des télémites confirment cette lecture. Ainsi cette utopie serait moins celle d'une abbaye idéale que celle d'une société idéale, c'est-à-dire composée d'intellectuels humanistes. Une certaine ambiguïté apparaît en effet dans ce modèle qui n'a rien de très religieux. Premièrement, on peut se demander s'il s'agit plus de la précour humaniste que d'une abbaye. Thélème semble réservé à une élite d'hommes et de femmes bien nés, des nobles et bien instruits, des humanistes, ce qui s'oppose à la tradition des abbayes qui accueillaient des hommes et des femmes de tout rang. D'abord ce lieu semble être une abbaye élitiste pour des hommes et des femmes bien nés. On retrouve l'idéal aristocrate voulant qu'il y ait une adéquation entre la noblesse de sang et celle de cœur. Celui qui est bien né est bon et vertueux. La richesse des montures témoigne de l'origine noble des télémites. Ensuite on remarque qu'il s'agit d'une abbaye élitiste pour des courtisans et des dames de la cour. Les télémites n'occupent pas leur temps à la prière, mais à des activités. La chasse est une activité de cour. On retrouve les habituelles listes encyclopédiques de Rabelais lui permettant de valoriser son savoir et celui de ses personnages qui apparaissent alors comme des modèles de perfection. L'accumulation d'adverbes intensifs, mieux, si, souligne les qualités du courtisan. Les femmes de la cour maîtrisent l'art de la broderie. Enfin, on a l'impression qu'il s'agit d'une abbaye élitiste pour des hommes et des femmes bien instruits, des humanistes. Les télémites semblent parfaitement maîtriser l'enseignement humaniste et donc les arts libéraux. Deuxièmement, on peut se demander s'il s'agit d'un contre-modèle d'abbaye, s'il anti-abbaye. En décrivant les télémites et leur façon de vivre, Rabelais nous invite à considérer ce qu'ils ne sont pas et ne font pas. Ils apparaissent en effet comme des contre-modèles de moines. D'abord on remarque l'absence de règles. Il y a le refus du vœu d'obéissance, toutes leurs règles tenaient en cette clause, fais ce que voudras. On retrouve le refus du vœu de pauvreté, si c'était pour chasser, sur le point mignonnement engantelé. La richesse des montures semble incompatible avec le vœu de pauvreté formulé par les religieux lors de leur ordination. Le premier paradoxe est que Thélème est une abbaye mixte, à l'inverse des abbayes habituelles. Attention, il ne faut pas voir en Thélème un lieu de débauche, les hommes et les femmes vivent en bonne compagnie, les femmes étant décrites comme honnêtes et les hommes présentés comme vertueux. Mais la mixité reste paradoxale pour une abbaye. Le deuxième paradoxe c'est que les vœux monacaux peuvent être rompus, à l'inverse des abbayes habituelles. En effet, les télémites peuvent rompre leur engagement monacal et prennent alors un engagement matrimonial. Le terme dévot n'est pas ici sans ambiguïté, les télémites passent de la dévotion religieuse, qui n'est pas réellement évoquée, à la dévotion amoureuse, clairement mentionnée. Ensuite on peut constater l'absence de Dieu. Leur vie n'est pas réglée par la prière. La liberté est prise comme source de perfection. On peut se demander s'il n'y a pas besoin de règles pour ces moines, si leur libre arbitre les conduit vers la prière, ou vers rien. On a une opposition avec le modèle traditionnel, les moines cessent leurs activités plusieurs fois par jour pour se réunir et prier. Ils sont donc, entre autres, amenés à se lever la nuit pour prier. Toutes leurs règles tenaient en cette clause, fais ce que voudras. Il n'y a aucune évocation de Dieu. C'est surtout l'absence d'évocation de Dieu ou d'acte de piété qui surprend. Thélème s'impose définitivement comme un contre-modèle, une anti-abbaye. Troisièmement, l'abbaye est carnavalesque, c'est un modèle inversé à l'image de Frère Jean. Rappelons que Thélème est fondé par Frère Jean. Il crée donc Thélème à son image, Frère Jean étant un anti-moine, Thélème est donc une anti-abbaye. On retrouve la dimension carnavalesque de l'œuvre de Rabelais. Il s'agit ici de l'inversion des valeurs que nous avons mentionnées plus haut, tant de proposer un modèle que de critiquer le système en place dans la société contemporaine. Ici le modèle d'abbaye est à l'image d'un idéal de société humaniste de cour. Rabelais, ancien moine, à travers le contre-modèle incarné par cette abbaye utopique, semble aussi faire la critique de l'austérité de la vie monacale et nous propose un idéal plus